laisse la parole du coup, Madame Mouzawak. Bonjour, bonjour à tous. Merci de cette invitation pour présenter notre structure. Donc la structure régionale Neurocept Synapse, qui est une association loi 1901 financée par l'ARS depuis 2011, avec une ouverture. À l'époque, nous nous appelions Réseau CEP Île-de-France-Ouest. Donc en février 2011 à Saint-Germain-en-Laye. Et donc avec un réseau de santé régional dédié à la sclérose en plaques. Et puis, les années passant, nous sommes devenus structure régionale, Neurocept Synapse, avec une extension à la maladie de Parkinson, ce qui a justifié effectivement le changement d'appellation pour intégrer la neuro. Et il n'est pas certain que nous élargissions dans quelques temps à d'autres pathologies neurologiques. Donc, nous intervenons effectivement sur les Yvelines, mais également sur le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine. L'objectif général de la structure, c'est d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients, qu'ils soient atteints de sclérose en plaques, de maladies apparentées à la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, donc des patients qui sont domiciliés sur les 3 départements du nord-ouest de l'Île-de-France. Et cela avec l'ensemble des intervenants qui sont concernés et qui interviennent auprès des patients ou de leurs proches, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, psychosociaux, associatifs ou institutionnels. On va passer à la slide suivante. Donc, nous avons une équipe salariée qui est présente avec moi et qui va intervenir tout au long de la présentation en fonction des sujets qui seront évoqués. Donc, moi-même, Catherine Mouzawak, en tant que directrice, une secrétaire médicale, Céline Pau, 2 infirmières, Laetitia Chambaudry et Solène Vary, 2 psychologues, Fanny Hamelin et Eurydice Joriot, et une assistante sociale, Aurélie Chassard. Slide suivante. Donc, notre structure, c'est une structure donc régionale qui a une expertise en neurologie et qui fait de la coordination. Donc, nos 2 missions principales sont l'appui au parcours de soins, de santé et de vie auprès des patients et de leurs proches, et l'appui aux professionnels du territoire qui sont impliqués dans ces parcours neurologiques. Slide suivante. Donc, l'appui, nous sommes essentiellement effectivement sur de l'appui à la coordination du parcours de soins. Donc, auprès des patients, nous intervenons directement auprès d'eux, c'est-à-dire que nous ne passons pas uniquement par les professionnels de santé, donc nous faisons de l'évaluation multidimensionnelle des besoins des patients quand nous sommes sollicités. Alors, évaluation des besoins en termes de soins psychologiques, sociaux. En fonction de la demande, ça peut se faire aussi au domicile. L'objectif étant de proposer une réponse qui soit adaptée aux demandes du patient. Donc, comme je vous l'ai déjà indiqué, auprès des personnes qui vivent avec une sclérose en plaques ou une maladie apparentée. Nous collaborons à la réintégration de certains patients dans un parcours de soins neurologiques et en cela, nous travaillons en collaboration avec d'autres structures. Nous faisons également de l'information et de l'orientation vers les structures ressources pour d'autres pathologies neurologiques. Et puis, nous aidons, quand les patients ne peuvent pas le faire, à la recherche de professionnels de santé en proximité du domicile, que ce soit pour trouver un neurologue, un généraliste, des kinés. Nous avons beaucoup de demandes d'ailleurs pour trouver des kinésithérapeutes qui se déplacent à domicile, orthophonistes, psychologues. Et puis, alors spécifiquement pour la maladie de Parkinson, nous intervenons plutôt en début de maladie, dans le début du parcours, dans le cadre du suivi d'annonce, de l'information sur la maladie, les traitements, l'accompagnement psychologique. Et dès qu'il y a des polypathologies ou que les patients sont très âgés ou ont des parcs complexes, nous allons plutôt les orienter vers les structures ressources ou expertes. Pour ce qui est de l'appui aux professionnels du territoire, nous coopérons et soutenons l'ensemble des professionnels, qu'ils soient libéraux, hospitaliers, de secteurs médico-sociaux, dans l'accompagnement des patients sur sollicitation de leur part. Et nous œuvrons à une répartition des missions et des liens avec les autres partenaires du territoire, notamment les DAC, les CPTS, dans une démarche d'appui, de support et de conseil experts.
Nous participons à de nombreuses réunions de synthèse, des réunions de concertation pluriprofessionnelle, des réunions de concertation thérapeutique, notamment avec le centre expert, qui s'appelle en fait le Centre de ressources et de compétences sclérose en plaques, qui couvre le nord-ouest de l'Île-de-France et qui se trouve à la fois sur le site hospitalier de Poissy et Garches, à l'hôpital de Garches à Raymond Poincaré. Et puis, pour les professionnels, nous organisons des temps de formation pluriprofessionnels avec notamment des échanges de pratiques. Slide suivante. Alors, les interventions auprès du patient, en fait, elles débutent dès le début du parcours de soins parce que nous mettons en place un dispositif de suivi d'annonce qui est animé par les psychologues et infirmières. Ensuite, le deuxième temps va être l'éducation thérapeutique du patient. Nous avons un programme d'éducation qui est autorisé par l'ARS depuis 2016, qui a été évalué en 2020 et 2024, qui s'intitulait initialement CEP Actif, puisque nous étions uniquement dans la sclérose en plaques, et qui a évolué en 2024 et qui maintenant, nous intervenons à la fois pour la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, à la fois sur des séances individuelles et des ateliers collectifs que nous vous présenterons dans un deuxième temps. Et puis tout l'appui au parcours de soins avec le suivi infirmier, l'accompagnement social, le soutien psychologique, la coordination des perfusions de corticoïdes à domicile, donc spécifiquement pour les personnes qui sont concernées par la sclérose en plaques, et dans certaines situations, la coordination des situations complexes, en particulier pour les patients atteints de sclérose en plaques. Et puis l'information des patients et de leurs proches. Slide suivante. Alors, je vais passer la parole à Solène qui va vous parler du dispositif de suivi d'annonce. Donc, Solène qui est infirmière. Bonjour à tous. Alors, le suivi d'annonce, ça va être en tout cas soit la demande du neurologue, soit la demande du patient. Ça va être un temps d'accompagnement soignant avec une infirmière en général, mais on peut être aussi accompagné d'une psychologue. Ça va être en général assez rapidement après l'annonce du diagnostic. Ça peut être suite à l'annonce ou bien dans les semaines qui suivent l'annonce du diagnostic. Ça va permettre en tout cas d'identifier les difficultés que le patient va rencontrer suite à ce diagnostic nouveau, de pouvoir instaurer un dialogue et un climat de confiance avec le patient et l'entourage, et de pouvoir en tout cas lui donner un rôle actif dans sa gestion de sa maladie. De donner aussi la place à l'entourage qui peut être présent lors de ce suivi d'annonce, ou bien on peut les rencontrer plus tard. Ça va permettre aussi d'ouvrir des perspectives vers d'autres ressources, donc d'orienter vers des professionnels, des associations ou vers des groupes de parole avec d'autres patients. Slide suivante. Donc en pratique, il n'y a pas de parcours standardisé, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas d'orientation et d'orientation non systématique. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en général une infirmière qui va être présente lors de cet entretien. Lors du premier contact avec le patient, on voit s'il y a le besoin, en tout cas, ou l'appui d'une psychologue qui va intervenir avec nous en fonction du vécu, en fait, de ce diagnostic. En général, donc c'est un neurologue qui nous oriente le patient avec une demande d'intervention, mais le patient peut aussi directement soit avoir eu écho par d'autres professionnels ou d'autres patients, ou bien nous avoir trouvé sur notre site internet, nous contacter. Donc on rencontre le patient, donc soit seul, soit accompagné de son entourage, soit à son domicile, où on a un bureau aussi de consultation sur notre structure. Et en fait, ça va être de revoir, ça va être ce qui est le principal en fait du suivi d'annonce, ça va être vraiment de voir les connaissances du patient suite aux informations qu'il aura eues avec le neurologue, et de reprendre un petit peu ses compréhensions à ce moment-là.
de pouvoir aussi apporter de nouvelles informations, en tout cas les compléter en tout cas ses connaissances. De pouvoir aussi évaluer les, les besoins et donc aussi d'orienter par la suite en fonction vers soit des pardon, je trouve pas les mots, vers d'autres spécialistes ou en tout cas vers des groupes de parole ou bien vers aussi des groupes d'éducation thérapeutique que nous avons aussi sur notre structure. Donc voilà, ça va être aussi un petit côté évaluation des besoins et d'aller approfondir un petit peu toutes les connaissances du patient. Alors, voici le programme d'éducation thérapeutique Neuractif que nous développons à la fois pour la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. Donc, la première étape, c'est un bilan, ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé. Donc, c'est un entretien individuel qui va être mené alors par les infirmières, mais pas uniquement. L'entretien, il peut être réalisé par la psychologue, l'assistante sociale, voire la secrétaire médicale, puisque l'ensemble de l'équipe a bénéficié d'une formation des 40 heures à l'éducation thérapeutique. Dans ce programme interviennent d'autres professionnels aussi qui ne sont pas salariés de l'équipe, parce que nous avons besoin de personnes qui ont d'autres expertises, par exemple diététiciennes, enseignants en activité physique adaptée. Et puis, nous avons également des patients intervenants qui ont collaboré à la construction des ateliers et qui participent à l'animation de ceux-ci. Donc, après ce bilan éducatif partagé où on a identifié les besoins de la personne, on va lui proposer, en fonction de ce qu'il souhaite aussi, soit uniquement des séances en individuel, soit du collectif. Et c'est vrai que d'une manière générale, on essaie de développer le collectif. Initialement, nous avions essentiellement des ateliers sur 2h30 en matinée ou en après-midi. Et nous avions quand même en réalité quelques difficultés à remplir ces ateliers. Des ateliers de 6 à 8 personnes. Parfois, il y avait 6 inscrits et 2 personnes qui se déplaçaient. Donc, c'est compliqué quand on a une sophrologue, une diététicienne qui sont venues et qu'il faut financer et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, voici notre programme avec l'ensemble des thématiques qui vont être abordées. Et nous avons mis en place depuis un peu plus d'1 an des journées thématiques avec plusieurs ateliers qui sont proposés sur une journée, en groupe et en présentiel, donc de 9h30 à 16h15, avec un déjeuner sur place. Donc, nous avons 2 journées thématiques, comprendre et communiquer sur sa maladie, où effectivement, c'est plutôt destiné à des patients qui ont un diagnostic récent avec des informations sur la maladie, comment gérer les poussées, ses symptômes, l'impact du diagnostic, comment on gère ses émotions. Et moi, mon entourage, là, qui est co-animé par une psychologue, une infirmière et un patient. Et puis la deuxième journée thématique, c'est CEP et vie quotidienne avec un atelier sur l'alimentation, un autre sur la gestion du stress et un troisième qui est comment mieux connaître les démarches administratives et les droits auxquels les patients peuvent prétendre. Alors là, nous allons mettre en place 2 demi-journées pour les patients atteints de maladie de Parkinson, aussi plutôt des patients qui débutent dans la maladie avec une neurologue. Et puis, nous allons ouvrir un atelier pour des patients qui ont des CEP plus évolués, parce qu'il est vrai qu'on a moins de propositions d'une manière générale pour ces personnes qui sont déjà dans le handicap. Donc une demi-journée qui sera co-animée par une infirmière et une psychologue et qui sera ouvert aux aidants avec un temps dédié de parole pour ces aidants. Donc, en termes d'ateliers, c'est assez varié. On a forcément des ateliers sur la connaissance de la maladie, sur l'activité physique adaptée, sur le stress et la fatigue qui est un symptôme vraiment très présent chez les patients CEP,
sur l'alimentation, sur les droits, sur comment vivre avec son traitement. Voilà, l'ensemble. Et puis, nous allons essayer de développer d'autres thématiques qui peuvent intéresser à la fois les patients et les aidants. Slide suivante. Donc là, je passe la parole à Laetitia, qui est l'autre infirmière. Bonjour à tous. Donc effectivement, par rapport à l'éducation, on peut aussi éduquer les patients par rapport à leur traitement. Donc c'est soit les médecins qui nous demandent de contacter les patients, ou soit c'est les patients quand ils sont prêts à débuter leur traitement qui nous contactent. Ce qu'on fait, donc on explique déjà le traitement, le mode d'action, le mode d'administration, la posologie, la conservation pour certains traitements et surtout les effets indésirables qui sont vraiment une problématique pour les patients selon qu'ils prennent les traitements, soit péros, soit injectables. Les effets indésirables ne sont pas les mêmes et c'est ce qui va les orienter sur le choix de leur traitement, toujours en lien évidemment avec le neurologue qui nous demande de leur présenter 3-4 traitements et après, selon leur mode de vie, c'est eux qui choisissent. Après, je fais un compte rendu au neurologue et au médecin traitant, soit de l'éducation à la maladie, soit de l'éducation au traitement de fond. Et puis, voilà, je recense un petit peu toutes les problématiques liées à la tolérance et à l'observation. Savoir si des gens sont plus capables de prendre un traitement tous les jours ou plutôt une injection tous les 15 jours ou tous les mois. Voilà, on définit avec eux un petit peu leurs besoins. Et puis, une fois que le traitement est débuté, donc généralement, on le débute ensemble. Bon, sauf quand c'est des traitements à prendre péros, mais généralement, ils me disent, bah, j'ai commencé hier le traitement et donc nous les appelons régulièrement. Donc voilà, dans les 15 premiers jours, après mois 1, mois 3, mois 6, et on les suit jusqu'à 1 an pour bien vérifier qu'ils observent bien leur traitement, connaître les effets indésirables, des fois les rebooster un petit peu. Et puis au bout d'1 an, on s'aperçoit que si tout va bien, et ben, c'est parti pour une longue période de prise de traitement. Et là, on arrête notre suivi tout en sachant qu'ils peuvent continuer à nous joindre s'ils ont des besoins particuliers. Voilà. Ah ben c'est moi qui enchaîne du coup. Fanny Hamelin, je suis une des psychologues de la structure. Bonjour à tous. Donc nous, au niveau de la prise en charge psychologique au réseau, on va vraiment intervenir finalement à différents temps de la pathologie. Donc comme on a vu tout à l'heure avec Solène, on intervient, donc on peut aider au niveau du suivi d'annonce. Mais on va aussi intervenir auprès des proches, pas que les patients, y compris les enfants, puisqu'on peut aider aussi Alors, on ne va pas faire l'annonce diagnostique aux enfants. Je parle des enfants, de personnes qui ont eu une annonce diagnostique. Mais en tout cas, on peut accompagner les patients dans cette annonce à leurs enfants avec des outils adaptés, des choses comme ça. On aime bien être accompagné des infirmières aussi dans ces temps-là. On va être beaucoup dans, nous, des entretiens d'évaluation, c'est-à-dire qu'on n'a pas pour mission de faire des thérapies sur le long terme. On a vraiment pour mission d'évaluer et d'orienter vers l'extérieur, vers un professionnel adapté. Ça va être soit du libéral, soit du CMP, et puis depuis quelques temps vers mon soutien psy, qui commence à fonctionner aussi un petit peu. On peut aller jusqu'à voilà, 3-4 entretiens quand on sent que le patient, voilà, il n'a pas forcément besoin d'une prise en charge extérieure sur du long terme, mais que un seul rendez-vous suffira pas pour lever quelques petits schémas qui sont voilà, qui impactent au niveau du quotidien. On a donc un rôle d'évaluation et donc d'orientation. On va beaucoup les orienter vers des groupes de parole que nous, on propose au réseau et puis également qui sont proposés par France Sclérose en plaques. Et donc, les groupes de parole, nous, on en anime 2 sortes, c'est-à-dire qu'on anime des groupes de parole qui sont plus pour des patients avec peu de handicap, donc souvent dans des débuts de pathologie ou pas forcément, mais en tout cas avec peu de handicap, et puis des patients avec un handicap plus lourd, parce que les problématiques, on se rend compte au niveau des groupes, vont pas forcément être les mêmes, et donc il faut que les patients puissent se retrouver dans chaque groupe. Et donc, l'idée, c'est de proposer une séance par mois d'1h30
Et on va jusqu'à 5 séances, mais finalement, ça reste un peu à la demande. Là, par exemple, il y a un groupe voilà, qui n'est pas à nouveau rempli. Et ben, on peut se permettre de continuer avec les anciens patients. Voilà, c'est pas figé dans le temps, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir proposer ces temps de parole, en plus de l'ETP, en plus des accompagnements individuels. Voilà, ils ont vraiment un package complet où ils peuvent un peu se saisir de ce qui peut leur être utile à eux. Donc là, c'est Aurélie Bonjour à Chassard qui va tous, prendre la parole. Aurélie Chassard, donc je suis l'assistante sociale du service. Donc pour ma part, j'interviens essentiellement sous la forme d'entretien téléphonique, mais je suis également amenée à effectuer des évaluations des besoins au domicile des patients. Les thèmes les plus fréquemment enfin, ceux qui reviennent le plus souvent sont effectivement tout ce qui va concerner l'aide au maintien dans l'emploi et toutes les demandes qui peuvent en découler, comme le dossier MDPH, la demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais aussi des demandes qui touchent bien évidemment l'invalidité, le temps partiel thérapeutique, l'entrée dans l'ALD. Donc, je vais être amenée à orienter les patients vers de nombreux partenaires, hein, comme la médecine préventive, les chargés de mission handicap, le CCAS, la MDPH, mais aussi les équipes mobiles de réadaptation et réinsertion qui sont composées souvent d'une ergothérapeute et d'une assistante sociale et qui peuvent également effectuer des évaluations de besoins en termes d'aide technique et d'aménagement de l'habitat à domicile. Alors, nous avons parlé de nos interventions auprès des patients. Et comme je vous l'ai dit au début de la présentation, nous sommes également dans une démarche d'accompagnement, de support et de conseil auprès de l'ensemble des professionnels qui pourraient nous solliciter parce qu'ils sont confrontés à une situation parfois complexe d'un patient concerné par une maladie neurologique. Donc l'objectif, pour nous, ça va être de mettre en lien les acteurs entre eux, notamment les acteurs hospitaliers et les acteurs du domicile, de s'assurer qu'il y a une permanence des soins parce que nous sommes parfois confrontés à des ruptures dans le parcours de soins avec des patients qui ne rencontrent plus de neurologue, qui n'ont plus de suivi rééducatif. Donc, notre mission va être là de faciliter la communication entre les acteurs parce que nous avons une expertise dans le domaine neurologique et que nous connaissons les structures d'expertise. C'est aussi de s'assurer du respect du choix de la personne, hein, puisque nous avons de manière systématique rencontré les patients et ou leurs proches pour évaluer leurs besoins, comme nous vous l'avons expliqué. Et puis, là, ça va être de développer des partenariats pour pouvoir mettre en lien l'ensemble des professionnels qui pourront intervenir auprès du patient. Et puis, dans une démarche d'amélioration de la qualité des soins, nous élaborons des outils pour faciliter la prise en charge des patients, notamment par exemple la procédure des corticoïdes à domicile, où nous travaillons à la fois avec des prestataires de soins, les infirmiers libéraux, les neurologues, pour pouvoir organiser au domicile un soin qui pourrait être fait par ailleurs à l'hôpital, mais en termes pratiques et de coûts aussi, hein, médico-économiques, quand ça peut être fait à domicile, c'est quand même mieux. Donc, dans ce cadre-là, nous avons un rôle de conseiller, de formateur, d'expert auprès des acteurs impliqués. Alors, les situations complexes. Alors, effectivement, les DAC, vous gérez en particulier toutes les situations complexes, mais nous en gérons également, souvent en collaboration, hein, d'ailleurs, avec des DAC, entre 30 et 40 situations par an en général. Alors, beaucoup de ces situations sont évoquées lors des réunions pluridisciplinaires avec le service de MPR de Garches à donc, Raymond Poincaré, et notamment Vidal 1.
puisque c'est un service qui est reconnu comme centre expert pour la sclérose en plaques, et nous collaborons avec eux depuis 2015. Donc là, je vais juste vous donner un exemple d'une situation que nous avons gérée en collaboration avec un DAC. Donc, le DAC a été initialement sollicité par l'infirmière libérale d'un monsieur de 54 ans qui vivait seul au domicile. Et donc, c'est l'infirmière libérale qui sollicite le DAC parce que, effectivement, ce monsieur chute fréquemment à son domicile et est en danger. Il est par ailleurs diabétique, hein, ce monsieur, et donc il a une sclérose en plaques, mais il est également diabétique. Et c'est dans ce cadre-là que l'infirmière libérale passe quotidiennement. Comme il a une sclérose en plaques, le DAC va nous solliciter parce qu'effectivement, ce monsieur n'a absolument plus de suivi depuis plusieurs dizaines d'années, ni par un neurologue, ni par un MPR. Donc, nous allons organiser une consultation hospitalière avec un neurologue et un séjour en hôpital de semaine, donc à Garches, pour pouvoir évaluer ses besoins et apporter les réponses utiles à sa prise en charge. Par ailleurs, le DAC, lui, va solliciter les assistantes sociales du CCAS, de la MDPH pour une ouverture de droit. Parce qu'en fait, pour ce monsieur, il n'y avait absolument rien de mis en place. Donc, pour qu'il obtienne le RSA, pour qu'il y ait une PCH, pour qu'il y ait éventuellement un changement de logement parce qu'il habitait au 2e étage sans ascenseur. Et donc, comme il avait des difficultés à se déplacer, il ne sortait absolument plus de son logement. Et puis l'AH. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons eu des échanges réguliers avec la référente parcours du DAC sur l'évolution des différentes démarches. Bon, il faut dire que ce monsieur, avant que nous ayons accompli l'ensemble des démarches, a chuté à nouveau à domicile, a eu une fracture, il est passé par les urgences, puis a eu un séjour en SSR. Et puis, pendant le temps de son hospitalisation en SSR, le retour à domicile a été organisé avec la mise en place d'aide à domicile. Bon, tout n'a pas été sans difficulté, mais voilà le type de parcours sur lequel nous pouvons collaborer, à la fois structure régionale d'expertise et à la fois DAC. Et bien sûr, tout ça en lien avec le médecin généraliste. Alors, nous, ce que l'on a pu constater, c'est qu'en fait, cette collaboration avec le DAC sur des situations particulièrement complexes, elle permet de se répartir la coordination du parcours en fonction de l'expertise de chacun et que ça permet aussi d'aboutir plus rapidement à des solutions pour ces situations complexes. Slide suivante. Alors, nos autres actions, parce qu'en fait, nous menons bien d'autres actions, des webconférences pour les patients. Donc, elles débutent à partir d'octobre. Elles ont lieu tous les 2 mois, le 2e mardi du mois, de 18h à 18h45. Et nous abordons avec un expert des sujets d'intérêt pour les patients, alors qu'ils aient une sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Alors, parfois, c'est vraiment centré sur une pathologie. Parfois, c'est plutôt transversal, par exemple, comme la conduite automobile, hein, avec le permis de conduire. Ça peut être la fatigue, ça peut être la gestion du stress, ça peut être la grossesse. Voilà, les thématiques sont très variées et différentes à chaque fois. Nous avons en général entre 30 et 50 personnes qui se connectent. Des réunions pour les patients et les proches. Donc, la prochaine aura lieu en janvier. La date n'est pas complètement définie, le 24 ou le 31 janvier, à la Selle Saint-Cloud. Nous organisons ces réunions sur une matinée, un samedi matin, et nous organisons ces réunions depuis 2009. Et elles ont toujours beaucoup de succès. Nous avons à chaque fois entre 80 et 150 personnes selon les années. C'est vrai que depuis le Covid, les gens se déplacent quand même moins, mais c'est une réunion avec une plénière où on aborde les actualités thérapeutiques et c'est vrai que les personnes sont très en attente
des actualités thérapeutiques. Il y a toujours le témoignage d'un patient qui a mené un projet de vie pour en fait donner de l'espoir et dire que c'est pas parce qu'on a une maladie chronique que tout s'arrête et qu'on peut encore avoir des projets. La formation des professionnels. Donc, en 2026, nous aurons 2 réunions, plutôt en soirée, en mars et en juin. De toute façon, nous communiquons sur ces événements, voilà, où on aborde différentes thématiques, pas uniquement CEP, CEP, Parkinson, parfois AVC. L'objectif étant effectivement d'informer, de former, de sensibiliser à ces pathologies neurologiques. Nous avons parfois des actions en entreprise. Nous avons des entreprises qui nous sollicitent notamment lors de la semaine du handicap pour tenir des stands, mettre en place des animations dans l'entreprise. Nous sommes déjà intervenus chez American Express, Capgemini, Thales. Voilà. Et puis la sensibilisation grand public, alors souvent en collaboration avec les associations de patients telles que France Sclérose en plaques. Et donc nous prévoyons un grand événement à la fois avec les centres experts et Synapse le 30 mai prochain, en principe donc au Vésinet si nous avons toutes les autorisations. Voilà, l'objectif c'est que nous puissions au maximum informer et sensibiliser l'ensemble des personnes sur ces pathologies neurologiques qui sont quand même très fréquentes. Bonjour, donc moi je suis Céline Pau, donc la secrétaire de la structure. Donc voilà, donc j'ai clôturé du coup les slides. Donc comment nous contacter? Donc c'est pas très compliqué. Soit vous pouvez du coup nous écrire un petit mail à l'adresse suivante, nous contacter par téléphone. Si vous n'avez pas le formulaire de demande d'intervention, bah du coup nous pouvons vous l'envoyer. Et après, si les patients veulent nous contacter directement, comme on vous disait tout à l'heure, en fait, bah, ils peuvent tout simplement aussi nous appeler. On fait un petit point par téléphone pour évaluer leur demande. Et puis après, en réunion d'équipe, voilà, on parle de cette demande. Mais merci à l'ensemble de l'équipe de s'être prêté à cette présentation. Nous sommes encore là avec vous. Si vous avez des questions à nous poser sur nos actions, comment nous intervenons. Pour l'instant, il n'y a pas de Je vois rien dans questions dans le chat. l'espace conversation. Nous, c'est vrai qu'au niveau du DAC, on a eu une situation récemment et on arrivait presque, si je me souviens bien, si ma mémoire n'est pas défaillante, sur la limite du maintien à domicile pour un patient atteint d'une CEP. Oui. Et on se demandait s'il y avait un peu des structures spécialisées ou masse femme avec vraiment plus une étiquette CEP pour ces patients. Oui. Aurélie, peut-être. Le micro est fermé. Oui, effectivement, pour les patients qui ont besoin d'être admis au sein d'une structure, oui, on peut solliciter en fonction de leur autonomie, soit un FAM, soit une masse. Et on tente de répertorier les établissements, effectivement, qui sont plus enclins à accueillir ce type de patients. Merci. Donc oui, on peut me contacter et puis je pourrais réorienter les personnes si besoin. Merci beaucoup. Après, votre présentation était vraiment très claire et dynamique, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas du tout de questions. Un grand merci, en tout cas, pour la qualité de la présentation et aussi à la mobilisation de l'équipe pour cette rencontre. Donc, vous nous connaissez, donc vous pouvez nous solliciter, il n'y a pas de souci. Nous sommes présents. Donc, nous sommes dans les locaux, donc nous sommes au Vésinet, comme vous l'avez vu, en général de 9h30 à 17h, du lundi au vendredi. Merci beaucoup. Je me permets de conclure sur la prochaine rencontre Flash Santé, donc qui aura lieu le 21 octobre, où nous accueillerons du coup la Ligue contre le cancer des Yvelines.
Encore un grand merci et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi.